Donc, après l'ECMO en tant qu'assistance respiratoire, on va voir ensemble les indications potentielles de l'ECMO pour les indications cardiaques et circulatoires. Alors, la diapositive visuelle de conflit d'intérêts. Donc, comme l'a dit précédemment Alain Mercat, je suis l'investigateur principal d'un essai qui s'appelle Eolia et sur lequel on travaille avec la société Maquet. Et puis, je travaille aussi sur d'autres projets avec d'autres industriels. Alors, je m'excuse, d'abord, il y a un certain nombre de ces diapositives qui sont en anglais, mais bon, c'est essentiellement des schémas, des résultats d'études que je vais vous commander. Quand on parle d'assistance circulatoire, il faut historiquement d'abord parler du ballon de contre-pulsion. C'est la première machine qui a été utilisée dans cette indication, en particulier pour le choc cardiogénique de l'infarctus. Et on a des nouveautés qui concernent ce ballon de contre-pulsion. C'est un essai qui a été conduit en Allemagne dans le choc cardiogénique de l'infarctus. C'est un grand essai randomisé, plus de 600 malades. Donc randomisé entre ballon de contre-pulsion et un groupe contrôle sans ballon. Et cet essai a été un grand coup de tonnerre dans le monde de la cardiologie et de la réanimation, puisqu'il n'a pas mis en évidence de bénéfices pour le ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique de l'infarctus. La mortalité reste élevée, à 40%, vous le voyez ici, à un mois, plus de 50% à un an, et strictement aucune différence en faveur ou en défaveur d'ailleurs du ballon de contre-pulsion. Alors, quand on regarde les recommandations, et c'est assez amusant de regarder l'évolution des recommandations pour l'utilisation de ces techniques, ici ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Vous voyez, en 2010, juste avant la publication de cet essai, les recommandations de la Société, c'était « il faut absolument mettre un ballon de contre-pulsion à la phase aiguë de l'infarctus ». Donc c'était vert ici, c'était un grade 1, c'est-à-dire c'était une évidence non discutée, non discutable. Suite à la publication de ce papier dans le New England en 2012, la recommandation a été diminuée, le grade a été diminué à un grade 2, ici c'est orange. Il est éventuellement possible de mettre un ballon de contre-pulsion chez ces malades-là. Et très récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, au congrès de Barcelone, il y a eu la réécriture de ces recommandations et maintenant, c'est rouge, donc c'est un grade 3. Il ne faut pas mettre de ballon de contre-pulsion à la phase aiguë de l'infarctus. Ça ne sert à rien, ça coûte de l'argent et c'est éventuellement associé à une morbidité plus importante. Donc les choses évoluent en médecine, les choses évoluent. Alors, si on ne peut pas ou si on ne peut plus mettre de ballon de contre-pulsion, qu'est-ce qu'on peut faire? Et heureusement, on a des nouvelles machines d'assistance circulatoire dont les indications à la date d'aujourd'hui, vous allez le voir, ne sont pas complètement définies. Le moment pour lequel on doit les mettre en œuvre également n'est pas complètement défini. Et je vous montrerai un certain nombre de ces machines. Alors, quand on regarde pour commencer la population ou les populations de malades qui peuvent en bénéficier, on peut isoler trois grands groupes. Premièrement, les chocs dits médicaux, et c'est essentiellement l'infarctus à la phase aiguë. Ça peut être également dans les centres qui prennent en charge des malades donc en attente de transplantation, des cardiopathies terminales, des myocardites. Myocardite septique en particulier. Il est important d'utiliser ces techniques avant que le malade soit trop grave, en particulier qu'il ait développé trop de défaillance d'organes. Deuxième groupe, c'est l'arrêt cardiaque, avec des résultats qui sont pas très bons et qui sont d'autant plus mauvais qu'on n'est pas capable de débuter extrêmement rapidement cette assistance. Troisième groupe, très spécifique, là c'est pour les centres de chirurgie cardiaque, en particulier ceux qui font de l'assistance et de la transplantation, où ça a un petit peu révolutionné la prise en charge. Deuxième grande question, à quel moment est-ce qu'il faut mettre cette machine? Pas trop tôt, pas trop tard, oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Ça va vraiment beaucoup dépendre du type de maladie. C'est très différent, en particulier dans le choc de l'infarctus où les choses peuvent aller très très vite, par exemple également dans les myocardites. On a souvent un peu plus de temps chez un malade qui a une cardiopathie chronique décompensée, qui va être hospitalisé de nombreuses fois et qui à un moment arrive avec une décompensation qui va devenir réfractaire au traitement particulier aux inotropes. Il faut savoir dire non aussi quand le malade est trop grave ou qu'il a développé des dégâts neurologiques qui ne sont pas compatibles avec une survie acceptable.
Ensuite, il y a tout un tas de petits signes cliniques. Un malade qui, malgré des catécholamines optimisées, malgré un remplissage vasculaire optimisé, va être nauséeux, avoir très mal au ventre, en particulier au niveau de l'hypochondre droit par mise sous tension du foie du fait de l'insuffisance cardiaque droite, qui va développer des troubles de confusion, des troubles de conscience. Les marbrures aussi sont des très très bons signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le plan biologique, un malade qui va développer des signes d'insuffisance hépatique ou rénale, on voit augmenter l'urée, la créate, on voit s'élever les transaminases, on voit apparaître une acidose métabolique avec une augmentation du lactate. Tout ça, ce sont des signes qu'il y a des défaillances d'organes qui sont en train de se constituer et qu'il faut mettre en place, ou au moins discuter cette mise en place de cette machine. L'écho-doppler cardiaque est fondamental pour guider la décision, et au-delà d'une baisse de la fraction d'éjection, c'est surtout la mise en évidence de signes de bas débit cardiaque, malgré encore une fois une optimisation des drogues vasoactives, et de manière très simple, quand l'intégrale temps-vitesse du flux sous-aortique mesuré en écho est inférieur à 7-8 cm, c'est le moment de discuter cette assistance. Ici, c'est un des premiers travaux qu'on avait réalisés à la Pitié qui montrait les facteurs qui sont associés à un mauvais pronostic chez les patients qui reçoivent de l'ECMO. Alors, les femmes avaient un plus mauvais pronostic, ça s'est retrouvé de manière quasi constante en cardiologie, en chirurgie cardiaque et en particulier dans toutes les séries d'ECMO, peut-être parce qu'il y a des problèmes vasculaires, d'accès vasculaire dans ces indications-là. Les myocardites fulminantes avaient un meilleur pronostic, ça on le rediscutera un peu plus tard. Alors l'ECMO sous massage, bien sûr, quand on a trop attendu et que le malade développe un arrêt cardiaque, là la mortalité multipliée par 20, clairement c'était trop tard. Les résultats sont très très mauvais, mais pour les malades qui vont avoir une défaillance hépatique et rénale aussi, la mortalité, vous voyez ici, va être multipliée par 4 jusqu'à presque 7, donc montrant qu'il faut probablement y aller assez vite pour avoir des bons résultats. Et donc, quand on se réfère à la littérature d'il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années en chirurgie cardiaque, où on avait défini donc les notions de, en anglais, ce qu'on appelle de bridge, en français qu'on pourrait, le pont, soit vers la récupération de la fonction, soit vers une autre assistance, soit vers la transplantation. Dans des cas très particuliers, pour les services qui font de chirurgie cardiaque, qui font de l'assistance circulatoire, on peut utiliser un certain nombre de machines, ce qu'on appelle en anglais en destination therapy, c'est-à-dire un malade pour lequel on n'aura pas à proposer de transplantation ultérieurement et qui va bénéficier d'une machine que vous avez peut-être entendu parler, d'une malade qui a reçu le Carmat donc il y a quelques mois, et donc ce sont ce type d'indications qui sont très très mineures encore en France, en Europe et dans le monde à la date d'aujourd'hui. Ici, on est clairement dans un autre domaine. On est dans le domaine de l'urgence, de la réanimation, avec des patients qui sont en insuffisance cardiaque extrêmement aiguë, et on est avec des techniques qu'on peut qualifier de bridge sur tout ce qu'il est possible d'envisager, et même le retrait de la machine après quelques jours si l'on estime, toute l'équipe réunie, la famille, parfois même le malade s'il est conscient, ça pose des problèmes éthiques aussi qui sont parfois assez prégnants, le retrait de ce dispositif. Alors les machines, je vais vous en montrer quelques-unes, en particulier l'Impella, le Tandem, et puis on discutera pas mal de l'ECMO. Pour les équipes qui font de la chirurgie cardiaque et qui connaissent les grosses machines d'assistance circulatoire de long cours, bon, il y a des machines à débit continu comme le HeartMate 2, le Heartware, le cœur artificiel total, soit le Carmat, mais à la date d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus une autre machine qui s'appelle le CardioWest qui est utilisée dans ces services-là. On peut donc envisager ces machines, mais sûrement pas pour la phase aiguë, quand il s'agit de, entre guillemets, sauver la vie de ces malades. Ces grosses machines sont extrêmement coûteuses, entre 80 et 150 000 euros pièce, plus la nécessité d'une chirurgie cardiaque extrêmement traumatisante. Donc, quand il s'agit de sauver la vie du malade, initialement de le stabiliser pour discuter ensuite d'une deuxième stratégie, ce sont ces machines de courte durée qu'il est nécessaire de discuter. Alors, les machines à disposition, la première s'appelle le Tandem Heart. Elle n'est pas disponible en France à la date d'aujourd'hui. On l'avait essayé il y a quelques années, on n'était pas très satisfait. Elle est utilisée dans quelques centres, en particulier aux États-Unis. Alors, sur le plan pratique, on a une cannulation ici qui passe par la veine cave inférieure et un cathétérisme ici transseptal au niveau de l'oreillette gauche pour aller positionner la canule qui va
prélever le sang dans l'oreillette gauche. Donc on décharge directement les cavités gauches. On a une petite pompe centrifuge ici qui est placée sur un velcro sur la jambe et on a une réinjection du sang donc dans la aorte thoracique descendante. Il y a des problèmes à cette stratégie. Elle est risquée du fait essentiellement du cathétérisme transseptal, qui est une technique qui n'est pas très facile à maîtriser, avec des risques en particulier de perforation cardiaque et de tamponnade. Il y a des risques d'ischémie, ça, qui sont liés à la cannulation artérielle. Le fait qu'il est, donc, on peut avoir une CIA résiduelle, mais le problème majeur de cette technique, c'est le débit d'assistance qui est souvent limité autour de 2,5 litres, 3 litres, et qui est parfois pas suffisant chez un certain nombre de malades. Deuxième famille de machines, la famille des cathéters Impella. Une merveille technologique, des petits cathéters qui font entre 2 et 5 mm de diamètre, avec à l'intérieur une pompe axiale qui est une vis sans fin qui tourne à 35 000 tours minute. Vous imaginez la prouesse technologique. Ces machines sont positionnées soit par cathétérisme de l'artère fémorale rétrograde jusque dans l'aorte thoracique ascendante, et on passe le cathéter à travers la valve aortique pour aller prélever le sang ici dans le ventricule gauche. Et la pompe réinjecte le sang dans l'aorte thoracique ascendante. Donc il y a l'Impella, la petite, qui s'appelle à 2.5, qui utilise donc une voie percutanée stricte, et l'Impella 5.0 qui délivre jusqu'à 3,5 litres, 4 litres, qui elle nécessite une cannulation par dénudation donc de l'artère, que ce soit l'artère fémorale ou une artère axillaire. La petite Impella, débit limité à 1,5 litre, 1,8 grand maximum. Donc ici, voici donc l'abord donc ici donc axillaire sous clavier pour la mise en place donc de la grosse Impella que vous voyez ici par la radio, donc positionnée jusqu'à la pointe du ventricule gauche. Alors il y a un certain nombre de papiers dans la littérature, j'ai sélectionné juste celui-là et qui conclut que c'est du choc cardiogénique de l'infarctus, extrêmement grave, réfractaire, et ce papier conclut que ça ne marche, cette stratégie, que si on utilise la grosse Impella. La petite est associée quasiment à chaque fois à un échec, ou pour les malades pour lesquels on a mis la petite, et très rapidement ensuite on est passé à la grosse Impella. Alors, c'est séduisant. Moi, je pense que ces techniques ont un avenir dans les années qui viennent. À la date d'aujourd'hui, je reste un peu dubitatif pour plusieurs raisons. D'abord pour le prix. C'est des machines qui coûtent entre 10 et 15, 20 000 euros pièce, extrêmement coûteux. Elles sont fragiles. Encore une fois, 35 000 tours minute, ça chauffe, ça hémolise. Et on a eu des arrêts brusques de pompe qui sont associés à bien sûr, dans ces situations-là, un très mauvais pronostic. Donc, séduisant, on doit faire des progrès et on en reparlera peut-être dans les années qui viennent. Il y a une autre Impella qui est sortie il y a peu de temps, qui s'appelle la CP, qui ressemble un peu à la 2.5, mais qui délivre un peu plus de débit. On a besoin d'avoir un peu plus de données sur ces machines-là. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est l'ECMO véno-artériel qui est la technique de référence parce que c'est la plus accessible, celle qui coûte le moins quand on compare donc en particulier à la famille des Impella. Elle peut être mise même chez un malade conscient avec une anesthésie locale et c'est la machine parfaitement adaptée aux situations d'urgence. La cannulation qu'on utilise à la Pitié, c'est une cannulation véno-artérielle périphérique avec dissection limitée des vaisseaux. Certains centres peuvent faire de la cannulation percutanée stricte dans certains cas. C'est une machine qui, donc, je vous l'ai dit, délivre le débit qui est le plus important, jusqu'à 7-8 litres minute. Alors en véno-artériel, on n'a souvent pas besoin de ces niveaux-là. C'est plus en véno-veineux qu'on va avoir besoin de débit à 5, 6, 7 litres minute. En véno-artériel, le plus souvent, c'est entre 3,5 litres et 5 litres, donc les niveaux qui sont utilisés. Il y a, comme vous le savez, un oxygénateur à membrane sur ces machines qui permet donc une assistance respiratoire. Un certain nombre de ces patients ont un œdème pulmonaire majeur, un SDRA, qui va nécessiter également une oxygénation du sang en extracorporel. Et ces machines évoluent, donc ici c'est la vieille génération, la nouvelle génération qui possède un certain nombre de capteurs, en particulier de pression, qui sont extrêmement intéressants pour détecter précocement des complications. Alors, quelques papiers maintenant dans la littérature, voir un petit peu quel est le niveau d'évidence à la date d'aujourd'hui. Mais il n'est pas très élevé, le niveau d'évidence, parce qu'on a beaucoup de séries de cas, mais on n'a pas d'études démontrant de manière scientifique le bénéfice de ces techniques.
Ici, c'est un groupe taïwanais qui a fait une étude avant-après la mise en place du programme d'ECMO. Avant, 72% de mortalité choc cardiogénique de l'infarctus grave. Après le programme d'ECMO, on passe à moins de 40%. Bon, c'est biaisé, c'est une étude avant-après, probablement que la prise en charge a aussi évolué dans le même temps. Pour la myocardite, c'est probablement la myocardite fulminante qui évolue vers un choc cardiogénique réfractaire. C'est probablement une des meilleures indications. Ici, c'est une étude de cas là, qui a été réalisée dans l'Institut à la Pitié. 41 malades, des gens jeunes. La myocardite fulminante, c'est souvent des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Donc la grande majorité de ces patients avaient bénéficié d'une ECMO véno-artérielle périphérique. Et on a près de 70% de survie à long terme pour ces patients, pour lesquels, pour certains, il n'y avait plus du tout d'activité mécanique, parfois même d'activité électrique pendant quelques heures ou quelques jours à la phase initiale. Donc un résultat qui est extrêmement intéressant. Alors, pour les services de chirurgie cardiaque, ça a révolutionné la prise en charge de ces malades, même si on a probablement besoin de mieux sélectionner les indications. Ici, c'est à la date d'aujourd'hui la plus grosse série publiée à ce jour, plus de 500 malades, un petit peu de tout, de la chirurgie valvulaire, pontage, transplantation. C'est en grande majorité de l'intra-thoracique, de l'ECMO centrale. Et les choses ont changé. Nous, à la date d'aujourd'hui, on a quasiment plus d'ECMO centrale, de moins en moins, et on a énormément d'ECMO périphériques, même pour les indications post-opératoires de chirurgie cardiaque. Pour les centres qui font de la transplantation cardiaque, là aussi, ça a été la révolution. Un certain nombre de ces patients en post-transplantation développaient ce qu'on appelle une défaillance primaire du greffon, soit parce qu'il y avait un rejet immunologique immédiat, soit parce que le cœur avait du mal à reprendre sa fonction. Et donc, c'était soit la mort du malade, soit il fallait explanter le cœur et mettre un cœur artificiel à la place. Maintenant, avec l'ECMO, on met en place une ECMO et on attend donc la récupération. Soit s'il y a un rejet, on le traite, soit s'il y a donc une défaillance primaire du greffon, on attend que ça récupère et on arrive comme ça, dans près de 80% des cas, à récupérer la situation. Embolie pulmonaire massive. Quelques données dans la littérature et nous on a maintenant une douzaine de cas de patients extrêmement sévères aussi qui avaient des embolies pulmonaires dont la grande majorité avait été compliquée d'un arrêt cardiaque initial récupéré. On met en place une ECMO véno-artérielle périphérique avec un débit qu'on n'a pas besoin de faire très très élevé, autour de 3 litres par minute. On met le patient sous anticoagulant. Même pas besoin de thrombolyse et on attend la dissolution du caillot permettant le retrait de l'ECMO en 1 semaine, 10 jours. Pas besoin, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, c'est un peu provocateur, les chirurgiens n'aiment pas beaucoup entendre ça, mais je pense qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus d'indication à l'embolectomie donc sous CEC. Il suffit de mettre une ECMO et d'attendre. On a beaucoup moins de morbidité chez ces patients-là. Choc septique. Gravissime. Alors là, on ne parle pas du choc septique standard, on parle du choc septique qui va évoluer dans les heures, les jours qui suivent la prise en charge vers un extrême bas débit cardiaque. On a une série là, qui a été publiée l'année dernière dans Critical Care Medicine de 14 malades. Et ces malades extrêmement sévères, fraction d'éjection 16%, débit cardiaque inférieur à, enfin l'index ici inférieur à 1,5 litres minute mètre carré, le lactate était à 9 en moyenne, pH était à 7,16, des patients qui étaient en train de décéder de choc réfractaire. Ce n'est pas le tableau habituel du choc septique où initialement il y a plutôt un hyperdébit et une vasodilatation. Et quand on met une ECMO véno-artérielle chez ces patients, suffisamment tôt, bien sûr, si le patient a développé un état de défiance multiviscérale trop important, ça ne marche pas. Mais quand on peut la mettre assez tôt, on a des très très bons résultats aussi avec une survie qui était près de 70% dans cette série-là. L'arrêt cardiaque, on pourrait en parler pendant des heures, extrêmement compliqué. Pour faire simple, c'est possible, à la seule condition qu'on soit capable de faire tourner la machine dans les 45, peut-être jusqu'à 60 minutes, après que le patient fait l'arrêt. Et dans ces conditions-là, ça marche. Ça peut marcher en intra-hospitalier dans certaines organisations, dans certains services, mais sinon c'est très très compliqué.
Pour que ça marche, on en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, il faut une organisation de cette activité au niveau régional avec un centre référent et qui possède la capacité de projeter une ECMO mobile. Donc ici sont les premiers résultats de l'ECMO mobile de la Pitié. On avait mis en place ce programme il y a une dizaine d'années maintenant. Avec des malades qui donc sont pris en charge dans la grande région Île-de-France, parfois même un petit peu au-delà. Ici, c'est la première série, 87 malades. À la date d'aujourd'hui, la Pitié, l'ECMO mobile sort plus de 200 fois par an pour aller chercher des malades à la fois cardiaques et respiratoires. Donc cette première série, c'est du choc cardiogénique de l'infarctus dans près de la moitié des cas, mais des myocardites aussi, des intox, etc. Et donc on avait comparé le devenir de ces patients à des patients qui avaient bénéficié de l'ECMO sur site, chez nous à la Pitié, et on n'avait pas mis en évidence, après une analyse statistique dite multivariée, de différence entre ces deux groupes. Pour terminer, quelle est l'évidence? Je vous l'ai dit, elle est faible à la date d'aujourd'hui. Quand on revient aux recommandations de la Société européenne de cardiologie dont je vous ai parlé au début, pour ce qui est du choc cardiogénique, en particulier de l'infarctus, il est recommandé la mise en place dans tous les centres de ce qu'on appelle une Heart Team. C'est une équipe pluridisciplinaire, réanimateurs, cardiologues, anesthésistes, urgentistes, chirurgiens cardiaques qui doivent discuter tous les cas. Et à la date d'aujourd'hui, la recommandation pour l'assistance circulatoire, et l'ECMO véno-artérielle en particulier, elle n'est pas de grade 1, elle n'est pas il faut faire, elle est on peut éventuellement faire. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus d'évidence, et c'est pour ça qu'on a l'Institut de cardiologie à la Pitié déposé un projet qui s'appelle l'essai Encore, qui vient de bénéficier d'un financement au titre du PHRC national 2014, un essai randomisé de plus de 700 malades qu'on va débuter dans les mois qui viennent et qui va comparer dans le choc cardiogénique de l'infarctus, dans les mêmes conditions que celles dont je vous ai parlé initialement, là, du groupe allemand, une stratégie conventionnelle où on fait tout ce qu'on peut ou veut, sauf de l'assistance, et une stratégie mettant en œuvre de l'ECMO véno-artérielle, et on espère démontrer un bénéfice avec cette technique. Donc en conclusion, pour ces chocs cardiogéniques extrêmement sévères, clairement, les grosses machines, c'est pas l'objet, c'est trop cher, ça nécessite une chirurgie cardiaque lourde avec une morbidité importante. C'est probablement l'ECMO qui doit être privilégié à la date d'aujourd'hui. On doit organiser cette activité au niveau local, régional, interrégional, avec une unité mobile qui soit capable d'aller prendre en charge ces malades. Et comme vous l'avez vu, on a besoin d'évidence et j'espère qu'on pourra mettre en évidence un bénéfice avec ces techniques au travers de cet essai qui s'appelle Encore. Et pour terminer, eh bien, si certains d'entre vous sont intéressés par toutes ces techniques, on a donc fin juin, les 25 et 26 juin, notre congrès international là, qui a lieu à Paris avec également vidéo et audio avec traduction en ligne en français et anglais. Je vous remercie.